Alors, pour terminer cette session sur l'or et les roches sédimentaires, qui d'autre que Robert Wares pour conclure? Donc, Robert est un diplômé de l'Université McGill et depuis cette année détenteur d'un doctorat honoris causa, ce qui n'est pas rien. Il a été géologue pour plusieurs projets avec le gouvernement du Québec, des compagnies d'exploration minière. Il a fondé des compagnies d'exploration minière, dont Stico Exploration, qui est responsable de la découverte du gisement canadien de Malartic en 2004. Et je voudrais mentionner aussi qu'il est président de l'Ordre des géologues du Québec depuis 2008. Robert. Merci, Georges. Et merci à l'AMQ pour cette invitation. Alors, cette dernière conférence va être beaucoup moins géologique. Elle va faire part surtout de l'origine de la découverte du gisement canadien de Malartic et de l'aventure que nous poursuivons depuis 2004 avec la construction de la mine et la mise en exploitation de ce gisement de classe mondiale. Alors, qu'est-ce que vous devriez retenir de cette présentation? C'est que le gisement canadien de Malartic est le seul gisement aurifère important situé dans la sous-province de Pontiac, et pas dans la sous-province de l'Abitibi, mais cependant quand même situé tout près de la faille de Cadillac-Larder Lake, qui représente la zone de suture entre les deux sous-provinces. Découvert par forage en 2005 suite à une compilation assistée de façon importante avec CIGEOM, le système du gouvernement du Québec, est basée sur le concept d'un gisement porphyrique aurifère d'âge archéen, donc l'application d'un modèle empirique. Programme d'exploration dans un camp minier abandonné qui a mené à une définition de plus de 13 millions d'onces, toute catégorie convaincue, donc plus de 400 tonnes d'or de ressources aurifères dans une période de 5 ans. Et finalement, mise en production de la mine depuis avril 2011 avec des réserves actuelles de 10,7 millions d'onces dans catégorie prouvée et probable. Alors, il faut situer le gisement, pour ceux qui ne sont pas familiers, la faille de Carter Lake, le Cadillac-Larder Lake, faille de Porcupine de Star. Alors, évidemment, deux systèmes très prolifiques qui ont produit probablement plus de 200 millions d'onces depuis le début du 20e siècle. Et le camp de Malartic situé ici en bordure de la sous-province de Cadillac avec la sous-province de l'Abitibi. En détail, ici, on voit encore une fois la faille, sous-province de l'Abitibi, qui est caractérisée par une ceinture de roches vertes, et sous-province de Cadillac, caractérisée par un bassin sédimentaire post-volcanique et recoupé de nombreuses intrusions, dans le sud surtout des granitoïdes paralumineux qui résultent de l'anatexie de la bande sédimentaire. Mais le long de la faille de Cadillac, toujours dans le Pontiac, vraiment un assortiment complexe d'intrusions qui date d'environ 2695 à 2640 et qui inclut beaucoup de syénite et de roches calco-alcalines légèrement potassiques. Alors, voici le contexte en 2004. La situation à Malartic, c'est une compilation, l'A117, la ville de Malartic et la disposition des zones minéralisées en surface connues à l'époque. Alors, l'ancienne mine canadienne de Malartic qui a fermé en 1965, l'ancienne mine Sladen qui représente l'extension du même gisement. Les petits chevalements jaunes montrent tous les puits et shafts en région. L'ancienne usine de l'East Malartic située ici. Vers l'est, l'ancienne East Malartic et la mine Barnat et Barnat Sud. Donc, 4 mines dans le camp de Malartic qui ont produit environ 6 millions d'onces entre 1935 et 1979. La mine canadienne Malartic elle-même a produit environ 1 million d'onces, donc environ 9,9 millions de tonnes, 33,37 grammes-tonnes d'opérations souterraines. Mine Sladen, qui a opéré de 1938 à 1970, produit environ 300 000 onces. Les mines canadiennes et Sladen ont dormi jusqu'en 1979,
quand la limite malartique ferme et tout le camp est acheté par Exploration Long Lac, qui est devenu Minérolac. Lac explore les propriétés en 80 et 90, définissant quelques 500 000 onces d'or en surface, à l'époque sous forme de réserves probables et prouvées. Lac avait dans l'idée à l'époque d'exploiter les gisements de surface par petites fosses à ciel ouvert et les traiter dans le moulin de la liste malartique. Alors, bonne approche. L'idée, c'était évidemment d'exploiter du minéral à faible teneur, à environ 2 grammes tonne, mais limité par la technologie et le prix de l'or de l'époque. Minérolac est acheté par Barrick en 1994. Les travaux de compilation de Barrick estiment environ 2 millions d'onces dans le camp, mais exploitable surtout par méthode souterraine. Barrick vend les intérêts à camp minier McWatters en 2003. En 2004, nos travaux de compilation ont identifié, au début 2004, par le biais de recherche CGM, Malartic comme représentant une cible de choix pour découvrir un gisement à fort tonnage, donc au moins 100 millions de tonnes, et à faible teneur, basé sur l'idée que Malartic représente un porphyre aurifère. En fait, l'idée n'était pas la mienne, elle avait été suggérée dans les années 70 dans un article plutôt obscur, repris en 91 par François dans son article sur les syénites aurifères dans la province de Supérieur. Mais qui dit possibilité de porphyre aurifère, même si on fait affaire à des intrusions alcalines, dit possibilité, dans le contexte d'un modèle empirique, d'un gisement qui pourrait représenter un gisement de classe mondiale, même s'il est à faible teneur, parce que c'est ce qu'on observe dans plusieurs autres camps miniers de la planète. Mais le premier défi, c'était de se mettre la main sur ce 105 camps minier. McWatters a fait faillite en 2004 et Cisco a tenté en septembre 2004 d'acheter le camp minier du syndic de faillite de McWatters. Le syndic, à l'époque, voulait vendre tout ça dans un paquet pour 2 millions. Cisco, à l'époque, ayant 300 000 dans le compte de banque et une capitalisation boursière de moins de 5 millions, est évidemment pas en position de faire une offre. Mais ça, c'est un bel exemple parce que les avocats, des fois, sont très utiles. L'avocat de Cisco, qui est toujours pour Cisco, René Branchot, chez Laverry, m'a expliqué comment est-ce que ça marche, un syndic de faillite. Alors, mais si on fait une offre ridicule de 1 $ pour un actif qui est liquidé par un syndic, le syndic a le droit de refuser l'offre s'il considère l'offre absurde, même s'il n'y a pas d'autre offre. Cependant, le syndic a toujours une date limite pour vendre l'actif. Si le syndic ne réussit pas à vendre un actif au Québec, l'actif est transféré à la curatelle publique et la curatelle publique transfère l'actif normalement à un des ministères. Compte tenu que le territoire en question à l'époque relevait d'un passif environnemental de plus de 20 millions de dollars, c'était un site orphelin, et que le syndic demandait 2 millions pour acheter un passif de 20 millions, on a conclu qu'il était peu probable que qui que ce soit fasse une offre sur la propriété. Mais évidemment, on n'avait pas 2 millions. Alors, l'approche de Cisco était de faire une offre sur un petit bloc de claim insignifiant dans la partie nord-ouest du camp minier qui représentait l'ancien gisement de Canadienne Malartic dans son entièreté et qui évitait le passif environnemental en évitant les anciens résidus miniers. Alors, 80 000 a été offerts. Au syndic, évidemment, ils nous ont complètement ignorés. On n'a même pas reçu d'accusé de réception. Pas un mot, et 2 mois plus tard, l'acte de vente, je rentre au bureau et l'acte de vente est assis sur mon bureau. Alors, c'était un succès. On a acheté, à l'époque, évidemment, on ignorait la réserve du gisement, mais le coût d'acquisition, évidemment, s'est avéré quelques cents de l'once. Alors, en 2004, l'idée d'exploiter ou même chercher un gisement à faible teneur, fort tonnage, était complètement inusitée, certainement pour le Québec, mais pour l'Est du Canada en général. Alors, pourquoi explorer ces gisements?
Parce qu'à l'échelle mondiale, la plupart des gisements aurifères de classe mondiale, donc de plus de 4 millions d'onces, sont des gisements de ce type. Ils sont situés par la surface et donc exploitables à ciel ouvert. Deuxièmement, ces systèmes sont relativement faciles à trouver car ils ont tous des empreintes géologiques très larges, souvent de l'ordre de 3-4 km², ce qui facilite leur découverte. Ici, une compilation des 67 plus grosses mines au monde. En jaune, ici sur l'histogramme, sont présentés les gisements qui sont exploités par ciel ouvert. Alors, gisements de 4 à 10 millions d'onces, des gisements de 10 à 15 millions d'onces et des gisements de plus de 15 millions d'onces. Encore une fois, la plupart sont exploités à ciel ouvert. En gris, on voit les exploitations qui sont en partie ciel ouvert et souterraines. Donc, dans cette catégorie de mines, on voit que les explorations souterraines, en fait, représentent une minorité. Et ceci est une fonction, évidemment, de la géologie. Même si la teneur est faible, les gisements sont absolument gigantesques. Deuxièmement, les innovations technologiques et les prix croissants de l'or depuis 2004 font soit que l'exploitation de tels gisements sont économiquement viables, même dans des milieux nordiques. Alors, pourquoi milieu nordique? C'est sûr que la plupart de ces gisements exploitent des saprolites, des zones oxydées dans le sud de l'hémisphère, dans les terrains tropicaux, mais il y a des exceptions. Et ce sont sur ces exceptions qu'on s'est basé. Cependant, évidemment, il faut défendre l'impact social et environnemental, car les mines à ciel ouvert requièrent une gestion beaucoup plus importante de ces facteurs. Dans les dernières 7 années d'exploration, donc depuis la découverte de Canadian Malartic, d'autres juniors se sont lancés dans la même aventure, et ceci a mené à plusieurs découvertes au Canada, donc Detour Lake, Rainy River, Hammond Reef, Borden, Côté Lake, Hollinger, Spring Pole, Dewey, j'en saute. On a ajouté depuis 7 ans des ressources de plus de 60 millions d'onces, tout associées à des gisements à faible teneur et fort tonnage. Donc, ça démontre qu'il y a encore un énorme potentiel au Canada pour ce genre de gisement-là. Côté inspiration, devrait-on se donner la peine? Eh bien, notre inspiration, c'était Fort Knox en Alaska, un gisement qui titre 0,8 grammes, qui est en exploitation depuis 8 ans. Alors, ça démontre que c'est possible d'exploiter tel gisement dans des roches non oxydées, dans des milieux nordiques. Même chose pour le dôme Super Pit à Timmins. Et pour ce qui est de la proximité du gisement potentiel à l'époque de Malartic, évidemment, notre inspiration, c'était Wahi à New Zealand, qui est carrément collé sur le village. Alors, on s'est dit, pourquoi pas à Malartic? Et on est parti avec ça. Alors, suite à l'acquisition, qui à l'époque représentait juste cette partie du territoire, maintenant, notre limite de claim englobe tout le territoire. Alors, ici, on voit la faille de Cadillac, qui comprend le groupe de Piché, alors comatite et basalte, en mauve et en vert. Groupe de Cadillac, sédiments clastiques des turbidites et conglomérats au nord-est, et le groupe de Pontiac, dominé par des turbidites du côté sud-ouest de la faille. Ici, présent en rouge, on voit encore une fois la manifestation surface du gisement. En brun, les anciennes zones de résidus miniers. Et en jaune, les porphyres calco-alcalins, légèrement alcalins. Alors, qu'est-ce qui caractérise un des éléments qui caractérise le camp de Malartic, c'est cette abondance inusitée de porphyres, quelque chose qu'on observe nulle ailleurs le long de la faille de Cadillac. Alors, dès 2005, on a entamé un programme de 6200 mètres de forage le long d'une section est-ouest et d'une deuxième section nord-sud pour tester l'idée d'un gisement à faible teneur et fort tonnage. Et c'était un succès instantané. Voici un exemple des premiers 10 trous qui ont tous donné des valeurs absolument extraordinaires, surtout le trou 661, 193 mètres, 1,2 g/tonne. Alors, ça avait été du jamais vu dans cette partie de l'Abitibi, et c'était suffisant pour nous convaincre que le modèle
en fait, s'appliquait, c'était suffisant pour nous convaincre que le modèle, en fait, s'appliquait, c'est un succès. Alors, un exemple du porphyre typique malartique. Alors, c'est un porphyre, c'est une monzonite légèrement potassique, pas une cyanite. À l'époque, le gisement ou l'intrusion avait été classifiée comme cyanite parce que la plupart des analyses avaient en fait été faites sur une roche qui avait subi une altération potassique. Alors, oui, c'était alcalin, mais la potasse est faite en fait hydrothermale. Et voici un exemple typique de l'amérisation dans les turbidites altérées du groupe de Pontiac. Alors, l'amérisation se situe environ 60-70% dans l'encaissant sédimentaire et environ 30 à 40% dans le porphyre. Alors, c'est un porphyre typique, comme l'a démontré Benoît plus tôt, avec des vénules, micro-vénules, fractures, surtout pyriteuses. La teneur en pyrite est peu corrélable avec la teneur en or. Ici, on voit un exemple à 6 grammes tonne et un autre exemple à 0,4 grammes tonne. Mais c'est un porphyre hypabyssal assez typique. En fait, pour ceux qui connaissent les systèmes porphyriques, ça pourrait sortir de l'Amérique du Sud. Il y a une silicification importante qui accompagne la mise en place de l'amérisation qui détruit parfois toutes les textures porphyriques. Un remplacement par du quartz cryptocristallin, mais en fait, les études faites par Stéphane et Benoît démontrent maintenant que c'est en fait un mélange d'albite et de quartz cryptocristallin. Du côté sédimentaire, voici un exemple d'un gros WAC, schiste vert, prélevé à 500 mètres au sud du gisement. Alors, on voit un tout début d'altération potassique, ici une fracture parallèle schistosité, dominée par biotite et Kauffeldspat. Alors, il y a une énorme auréole d'altération potassique associée au gisement. Elle n'est pas tout à fait définie. On espère que les travaux en cours vont la définir. Mais ça, c'est un des signaux qui, pour nous, représentait la possibilité que le système de Malartic était en fait un système porphyrique et donc orthomagmatique. Dans le cœur du gisement, les sédiments sont complètement remplacés par un assemblage de grains fins de Kauffeldspat et biotite, qui est accompagné de la mise en place de pyrite disséminé et d'or. Et on observe souvent une silicification tardive qui remplace la phase initiale d'altération potassique. Je mentionne encore que c'est une mixture d'albite et de quartz cryptocristallin. Et souvent, on observe une deuxième phase d'altération potassique qui peut rebréchifier les zones silicifiées, qui est composée de calcite et de biotite, qui est beaucoup plus grenu. Alors, c'est intéressant qu'on observe dans la paragenèse deux phases d'altération potassique séparées d'une phase d'altération sodique et de silice. Je suis de l'avis que la grande majorité de l'or, donc la ressource à 1 gramme, vient avec la première phase d'altération potassique et de silicification. Toutes les autres phases sont plus tardives, donc les veines laminées, les veines de pegmatite, etc., sont aussi aurifères, mais constituent peut-être, moi je dirais, moins de 5% de la ressource. En la main, c'est des gros WAC inaltérés avec des biotites métamorphiques. Ici, on voit l'assemblage typique altéré, abondance de biotites avec carbonate, un peu de séricite, avec laquelle l'or est introduit. Et on observe des fois dans la biotite hydrothermale une schistosité qui appuie l'hypothèse de nos collègues Benoît et Stéphane qu'une partie de la mise en place est syntectonique. Côté sulfure, l'amérisation est très simple, c'est presque juste de la pyrite, des traces de calco et de sphalérite. L'or est toujours inclus sous forme d'inclusion complètement renfermée par la pyrite ou le long de fractures dans la pyrite. Malartic est différent encore une fois la plupart des gisements mésothermo-archéens dans le sens qu'il y a beaucoup plus d'argent qui se présente sous forme d'acide et de petite, donc des tellurures d'argent et d'or. La récupération est de l'ordre de 88-89% en ce moment au moulin pour une teneur d'environ 0,9 grammes.
Donc, suite au succès de 2005, on a entamé un programme de 86 000 mètres en 2006 pour définir la ressource à l'intérieur de cette partie du gisement, ce qui a mené à une ressource initiale. Mais compte tenu de l'ampleur du gisement, notre programme de relations communautaires est entamé dès 2006. Alors, me voici devant 300 personnes dans l'église de Malartic. Le curé nous a demandé de revenir les dimanches parce que c'était la première fois en 30 ans que l'église était remplie. Et si vous regardez qu'on voit l'arrière-plan, vous allez voir le Christ qui bénit notre projet de 2006. Alors, c'est un programme intense, en partie en ville, plusieurs mesures de sécurité et d'atténuation du son, mais ceci a mené, dès le 3e trimestre, à une ressource présumée de 6 millions d'onces, soit 177 millions de tonnes à 1,15 g/tonne, en partie calculée à partir de la compilation de plus de 4000 forages de forages historiques. Voici 2007, la photo qui a fait la manchette dans tous les journaux du Québec. Encore une fois, on entend un deuxième programme de forage. Ça, c'est Mme Trudel qui pense son linge devant une foreuse un beau dimanche. Ceci a mené, suite à un autre 100 000 mètres de forage, 102 000 mètres, une ressource de 286 millions de tonnes à 0,9. Et côté timing, évidemment, on a suivi l'engouement du marché avec la croissance du prix de l'or. Alors, à cette époque-là, c'était très excitant. On augmentait notre ressource. Chaque trou de forage recoupait du minerai et le prix de l'or était en croissance libre. Fin 2007, on avait complété un autre 182 000 mètres de forage pour couvrir tout le système sur une maille de 30 mètres. Alors, début 2008, nous savons que nous avons une ressource importante mesurée et indiquée. Nous allons forer un autre 300 000 mètres de forage pour arriver à cet objectif. Nous devons entamer notre étude d'évaluation préliminaire. Nous devons débuter le programme de relocalisation des maisons de la partie sud de Malartic, parce qu'il est clair maintenant que nous devons déménager plus de 200 maisons. Nous devons entamer notre étude d'impact environnemental, l'étude de faisabilité à la fin de l'année. Alors, c'est clair qu'il faut lever un autre 200 millions de dollars, ce que nous avons réussi à faire juste avant le crash de 2008, qui a presque éliminé le projet. Mais on a réussi à survivre cette tempête. Alors, troisième trimestre 2008, on a complété un autre 316 000 mètres de forage qui a mené à la première ressource mesurée indiquée. Alors, voilà le modèle qui avait été développé à l'époque. Alors, un gisement en forme, j'utilisais le terme synforme avant, mais maintenant, les travaux de Stéphane et Benoît ont clairement démontré qu'il n'y a aucun pli dans le secteur. C'est le résultat d'un agencement de contraintes tectoniques, mais qui a quand même donné un gisement en forme de canot qui plonge légèrement, environ 15-20 degrés vers l'est. Alors, en rouge, l'enveloppe à plus de 1 g/tonne. En bleu et en mauve, la partie sur le flanc sud du système, des portions qui sont plus de 2 g/tonne. Et en rose, un halo à très faible teneur de 0,5 à 1 g/tonne. Alors, un système très large. Si on exclut pour l'instant Barnett, à l'époque, il y avait 1,8 km de long et environ 600 mètres de largeur. Et la première ressource mesurée indiquée, publiée en 2008, institue 232 millions de tonnes à 1 g/tonne pour une ressource totale de 7,7 millions d'onces. In-pit, 178 millions de tonnes à 1,12 pour 6,4. Alors, évidemment, notre programme de forage en ville a été suivi d'un programme continu de consultation et de communication avec les citoyens. Et dès le début, on avait l'appui d'environ 80-85% des citoyens pour ce projet, ce que l'on a toujours aujourd'hui. Les sondages annuels sont consistants avec l'appui de la communauté de Malartic. C'est sûr qu'on aurait souhaité avoir 100%, mais je me dis toujours que s'il y avait un politicien qui allait chercher 85% d'appui au Québec, il serait très heureux. Alors, on ne chiale pas avec 85%.
Alors, développement communautaire et relocalisation. Voici la partie sud. Voici la partie sud de la ville. La bordure du gisement est ici. Alors, le tout a été relocalisé dans la partie nord. Ça a impliqué relocalisation de 205 résidences, 5 édifices institutionnels, dont une école primaire, un édifice d'éducation aux adultes, un centre de petite enfance, 20 unités de logement et un centre de soins longue durée pour les aînés. Et voici la planification, le design qui était fait en collaboration avec les différents ministères et la ville de Malartic. Ce n'est pas un investissement de 1 milliard, 1,3 milliard, c'est 130 millions de dollars. Et le tout, évidemment, a été complété aujourd'hui. Alors, dès juillet 2008, les travaux de relocalisation ont commencé avec des ententes gré à gré avec les résidences. Même si les activistes ont été outrés que durant le BAP, on relocalisait des maisons, on a tenté tout le long de faire remarquer que quand on a une entente gré à gré avec un propriétaire, on n'a pas besoin de l'approbation, évidemment, du gouvernement. Et ça a très bien été. Dès octobre 2008, on a maintenant mesuré indiqué une PIT de 6,4 millions d'onces. L'étude d'évaluation a été complétée. Le début de la relocalisation est entamé. L'étude d'impact environnemental complétée. Alors maintenant, il était temps de faire la visibilité et de calculer les réserves que nous avons sorties en décembre 2008, 183 millions de tonnes à 1,07 tonnes pour 6,28 millions d'onces, utilisant un Whittle Pit de 775 l'once. Alors, tout le tout situé dans cette enveloppe qui avait modélisé à partir de plus de 400 000 mètres de forage. Ceci situé à Canadien-Malartic au sein de plusieurs autres gisements de classe mondiale, plus ou moins au milieu, peloton des gisements de 5 à 10 millions d'onces. Alors, l'effet saillant de l'étude de faisabilité, qui n'a absolument aucun rapport aujourd'hui, dans le sens qu'évidemment, les coûts ont monté de façon foudroyante depuis 3 ans, 4 ans. Mais on vise toujours une production de 55 000 tonnes par jour, avec un taux de récupération de 86. En fait, notre taux en ce moment est de l'ordre de 88,5. Production annuelle de 500-650 000 onces par année. À l'époque, on avait estimé un CAPEX de 789 millions de dollars. On est maintenant à 1,2 milliard. Des frais d'exploitation de 320 $ l'once. On est en ce moment très élevé, environ 850. On espère le baisser à 650. Création de 465 emplois. On a en ce moment 650 emplois à la mine. Et évidemment, le potentiel de devenir un des plus importantes mines au Canada, ça c'est toujours vrai. Mais maintenant, on regarde une durée de vie avec les réserves actuelles de pendant 15-16 ans. Alors voici le résultat de l'étude de faisabilité avec le mine à ciel ouvert situé ici, séparé de la ville de Malartic avec le mur vert et un parc, zone de réhabilitation de résidus épaissis, bassin de polissage et complexe minier. Alors, voici le modèle initial du complexe minier qui est maintenant une réalité avec circuit de broyage, les garages et bureaux administratifs et les bassins de lixiviation. À long terme, le projet de réhabilitation, une fosse qui va se remplir sur une période de 20 ans, qui va en faire probablement le lac le plus profond du Québec, à une profondeur totale de 420 000 mètres. On a l'intention de stocker ça de truites grises. Et le parc à résidus qui va être complètement réhabilité, surtout avec des graminées, un programme qui va commencer d'ici 2 ans. Alors, janvier 2009, tout était complété. Il s'agissait maintenant d'ajouter des ressources additionnelles avec la définition de Barnett Sud. Parce que l'histoire n'était pas fini. On avait maintenant évalué tout ce qu'il y avait dans le Pontiac, mais on s'avait basé sur un forage de lac minéral qui était effectué en 89, qui avait coupé 4 grammes sur 57 mètres, sur laquelle il n'y avait eu aucun suivi. Et ceci carrément dans la zone de faille de Cadillac. Alors, on avait fait quelques forages nous-mêmes en
2008. On avait fait quelques forages nous-mêmes en 2008. Il y a eu des excellentes intersections, mais encore là, l'emphase avait été mise sur la partie sédimentaire, donc on n'avait pas fait le suivi. Mais on savait qu'on était au contact avec le groupe de Pontiac, la lèvre sud du Fer du Cadillac, et dans les roches ultramorphiques recoupées de porphyres très semblables à ceux que l'on retrouve dans le Pontiac, avec des intersections intéressantes, 2,1 grammes sur 116 mètres, 1,2 sur 73, ici 2 grammes tonnes sur 177 mètres, très encourageant, en fait plus riche que le canadien malartique. Alors, un programme de forage intense a mené dans la Barbade Sud à une ressource mesurée, indiquée in pit en mai 2009 de 37 millions de tonnes additionnelles, 1,7 grammes-tonnes pour 2 millions d'onces additionnelles. Alors ça, c'était vraiment, comme on dit, la cerise sur le sundae. Ça ajoutait 2 millions d'onces additionnelles sur le 6,3 du gisement de canadienne malartique. Les deux, en fait, sont reliés structurellement dans le sens que le flanc nord du gisement de canadienne malartique vient se buter contre la faille de Cadillac. Alors ici, on voit ça en rouge. Et de l'autre côté de la faille de Cadillac, il y a une minéralisation additionnelle qui est surtout contenue dans un dike de porphyre, mais ce sont toujours des stockworks de quartz aurifère. Et le flanc nord du gisement canadien malartique s'est démembré et transposé le long de la faille. C'est ce que Benoît va sûrement confirmer dans les études qui viennent. Alors, dès mai 2009, on avait maintenant une ressource globale de mesurée indiquée de près de 275 millions de tonnes, 1,12 grammes pour 9,9 millions d'onces, et catégorie présumée, un autre 840 000 onces. In pit, 8,46 suivi de 0,2. Et les modèles de fosse qu'on avait à l'époque, basés sur un prix de l'or de 7,75, nous donnaient cela. Alors, toujours très près de la ville de Malartic, ici qu'on voit en bleu, mais rendu à ce point-là, le programme de communication et de développement communautaire était très avancé. Ce qui a mené en février 2010, avec l'augmentation davantage du prix de l'or, 825, à des réserves probables et plus prouvées de 246 millions de tonnes, 1,3 pour 8,97 millions d'onces. Mais ce n'était pas fini. La construction a commencé dès l'automne 2009. Coulage de béton, construction des édifices institutionnels à Malartic, l'école des explorateurs, nommée par les étudiants, le CPE Bambin et Calin, le centre de trait d'union, etc. Voici en mars 2010, le projet très avancé. Le complexe administratif et garage sont complétés et on s'affaire sur la construction du circuit de broyage. Ça, c'est une vue vers l'ouest. Ici, la digue principale du bassin de polissage, avec le complexe mini ici à l'arrière-plan en mars 2010. On a commencé à commander nos jouets. Alors, la Terex 340 et un camion de 240 tonnes Caterpillar 793F. Avril 2010, le système progresse de façon très rapide. En fait, c'était, je crois, un record, certainement au Québec. Tout le complexe a été construit dans une période de 18 mois. Alors, félicitations à nos ingénieurs chez Osisco. Fosse satellite, ici, avril 2010, qui a commencé l'exploitation dans le stérile pour fournir la pierre concassée pour la construction de tous les chemins. Et voici l'ensemble du site en avril 2010. Alors, le complexe d'usinage, la fosse satellite, la ville de Malartic, tout le secteur sud de la ville a été déménagé à ce point-là dans le secteur nord. Et ici, les anciens résidus de la East Malartic. Alors, ça, c'est une autre chose pour laquelle on est très fiers, c'est que dans les prochaines 3 années, en fait, d'exploitation à Malartic va être un programme de réhabilitation des anciens résidus de la East Malartic. Un coût que l'on partage 50-50 avec le ministère, puisque le ministère avait déjà classifié ça comme un site orphelin.
Et le tout va être essentiellement enseveli dans des résidus épaissis neutres qui vont être produits par nos opérations. Alors, juin 2010, le nouveau quartier avec la nouvelle école, de tout compléter. Et voici une photo septembre 2010 qui montre le complexe minier qui est terminé, bassin de polissage qui se remplit, la fosse satellite, la 117 et Malartic avec son nouveau quartier nord et le mur vert qui sépare la future fosse de la ville de Malartic. Et ici, en octobre 2010, une vue du complexe qui a été complétée. Ça, c'est pas un vendeur d'auto usagers, c'est essentiellement notre terrain de stationnement avec plus de 1000 véhicules. Alors, janvier 2011, la plupart des permis avaient été obtenus. On avait encouru des dépenses de 950 millions qui ont été financées environ 50% équité et 50% de dette. Donc, participation de FTQ et Investissement Québec dans le projet. La construction est à compléter, la localisation est à compléter, l'exploration continue et continue toujours aujourd'hui, et production commerciale qui a été atteinte au printemps 2011. Alors ici, l'ouverture officielle du complexe en février 2011, une vue des broyeurs à l'intérieur, un broyeur semi-autogène de 38 pieds de diamètre, le plus gros dans l'Est du Canada, et 3 broyeurs à boulettes. Son flambant neuf, aujourd'hui, évidemment, sont pas mal plus poussiéreux. Et la première coulée dès avril 2011. Mars 2011, on a recalculé les réserves à un prix de 1 000 $ l'once, ce qui nous a permis de franchir le 10 millions d'onces de réserve avec 343 millions d'onces à 0,97 grammes-tonne. Et voici le modèle du pit ultime qui va inclure la zone Barnat, la zone de Canadienne Malartic. Et ici, on voit en 3 dimensions toutes les anciennes galeries minières des années 30 à 60, avec la Canadienne Malartic, la Sladen Malartic, et ici la Barnat et le début de la East Malartic. En ce moment, on poursuit surtout nos travaux d'exploration vers l'est ici, avec la même idée de définir des zones à faible teneur autour des anciens chantiers de la East Malartic. Et on connaît encore certains succès dans ce secteur. Et voici les travaux actuels qui montrent la mise en place du système informatisé, le bloc modèle des différentes zones minéralisées et les blocs qui sont exploités, avec la géométrie ultime de la fosse. Et on espère aussi, vers le sud, exploiter des petites zones satellites, la zone Goldie et la zone Charlie. En fait, la zone Goldie représente la découverte initiale qui avait été faite en 1924 d'or dans la province de Pontiac, avant même la découverte de la Malartic, et on espère l'exploiter. Alors, conclusion. Canadienne Malartic est un projet innovateur qui a ciblé dès 2004 un gisement porphyrique aurifère. On croit toujours que c'est un gisement porphyrique. Les travaux McGill ont démontré une température de mise en place de l'ordre de 400 à 470 degrés pour la minéralisation, ce qui rentre dans le cadre d'un système orthomagmatique. Les isotopes de soufre démontrent une signature entre moyenne de 0 à 0,5, donc encore une signature magmatique. Mais je suis d'accord avec l'interprétation actuelle de mes collègues que prendre la source initiale de l'or était peut-être orthomagmatique, mais il y a évidemment eu beaucoup de réajustements syntectoniques. Alors, les travaux à ce niveau-là vont se poursuivre et on attend avec impatience les datations sur les minéralisations. Alors, pour quelque chose qui est appliqué à un camp abandonné, évidemment, c'est un grand succès. En fait, c'est une première au Canada. Ce qui a commencé comme un concept géologique inusité est maintenant une des plus grosses mines d'or. Un projet de valeur de plus d'1 milliard qui compte exploiter 21 000 tonnes par année sur une durée de vie d'environ 16 ans. Donc, on espère atteindre cette année, en 2013, une cadence de production de plus de 500 000 onces.
Après plus de 800 000 mètres de forage, et je vous dire qu'on en fait des forages, répartis sur 7 ans, on estime maintenant 10,7 millions d'onces de réserve. On maintient l'exploration sur le site. Production commerciale est atteinte en mai 2011 et la mine est toujours en rodage, va continuer à être en rodage jusqu'en février 2013, après laquelle notre deuxième compresseur à galets va être installé et nous espérons atteindre la cadence de 55 000 tonnes par jour. Merci. Merci, Robert. Après t'avoir vu à l'église, il va peut-être falloir commencer à t'appeler Saint-Robert maintenant. C'est ça. Bonne idée. Je pense qu'on ne prendra pas de questions à ce stade-ci. Robert nous a fait la surprise d'un keynote à la fin de la session, donc on va le remercier beaucoup. Je voudrais remercier aussi tous les conférenciers qui nous ont fait ces présentations aujourd'hui qui étaient extrêmement intéressantes et qui vont réconcilier, j'espère, plusieurs avec les roches sédimentaires. Alors, je vous souhaite une bonne fin de congrès et puis à bientôt.